Charles Rodwell, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes dans votre bureau de jeunes nouveaux députés de l'Assemblée nationale, puisque vous avez été élu en juin dernier, député de la première circonscription des Yvelines. C'est un petit bureau d'ailleurs, c'est marqué, hein, c'est pas Versailles. Exactement. Exactement. Et il n'est pas encore tout à fait habillé non plus, simplement parce que c'est une début de législature, mais il le sera bientôt un peu plus. On est ici au 101 rue de l'Université, donc juste en face du Palais Bourbon. Et c'est un grand plaisir, c'est très fonctionnel, et puis je suis entouré de mes collègues, donc C'est un grand plaisir, mais on voit, voilà, que c'est pas non plus, quand on parle des heures de la République, c'est plutôt dans les ministères que dans ces bureaux-là, qui sont plus fonctionnels que... Ces bureaux sont très fonctionnels, Oui. Donc on est vraiment à proximité les uns des autres, Oui. Ce qui est très pratique pour l'échange notamment, et je pense qu'on va en parler, c'est vraiment une législature qui va être fondée vraiment sur le dialogue, si on veut faire passer les lois. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement pratique, d'autant que j'ai remarqué depuis le début de cette législature qu'on passe du temps ici. Et donc c'est un vrai plaisir. Alors, on va revenir évidemment sur votre élection au mois de juin dernier, plus de 60%, 63% à peu près des suffrages au deuxième tour. Vous avez été élu député. Quel était, vous vous souvenez de votre sentiment le jour où vous avez pénétré pour la première fois? Alors, pas pour la première fois, vous avez déjà pénétré parce que vous étiez conseiller de Bruno Le Maire notamment, mais en tant que député dans ce Palais Bourbon, est-ce que vous avez le sentiment, est-ce qu'on a le sentiment à ce moment-là de vivre un moment d'histoire, quoi? C'est un moment de très grande émotion. La première fois qu'on rentre dans l'hémicycle, en plus comme je faisais partie du secrétaire d'âge, donc les secrétaires d'âge ce sont les 6 plus jeunes députés qui arrivent en dernier. Il faut dire que vous avez 26 ans maintenant, je crois. Voilà, c'est ça. Depuis le mois de juillet, mais vous avez 25 ans quand vous avez été élu. Exactement, voilà. Et donc en fait on rentre en dernier, et lorsqu'on rentre dans cet hémicycle plein, avec une ambiance très particulière parce qu'il y a 577 députés qui sont présents, plus les huissiers, les journalistes au-dessus, le public, dans un hémicycle qui est finalement en fait assez petit, qui paraît beaucoup plus petit que lorsqu'on est à la télévision, qui est très bruyant. Pas nécessairement, on parle beaucoup des invectives, mais c'est un espace où il y a certes des invectives, mais surtout un espace dans lequel on construit, dans lequel on bâtit la loi ensemble. Et donc ce moment d'émotion, il est vraiment fondé sur 2 choses. Un, le sentiment de vivre ses premiers instants en tant que député, en tant que législateur. Et puis de 2, on ne peut pas s'empêcher de penser à la 50aine de personnes qui m'ont aidé à être élu. Travailler avec vous, oui, absolument. Ouais. C'est une élection qui est un peu particulière, qui n'est pas pareille que l'élection municipale où on est 50, mais on est 50 à se battre pour remporter ou conserver une ville en tant qu'équipe. Oui, absolument. Là, ce sont 50 personnes qui se sont engagées pour ma suppléante et moi, jour et nuit. Et ça, de ce point de vue-là, c'est formidable. Alors, dans ces premiers mois de législature, qu'est-ce qui vous a le plus surpris et qu'est-ce qu'il faut peut-être vous a le moins surpris? Alors, ce qui m'a le plus surpris, je veux dire, moi, en plus, au-delà de Bruno Le Maire, j'ai travaillé ici, à l'Assemblée nationale, avec Franck Riester. Avec Franck Riester, absolument, voilà. Oui, tout à fait. Et je trouve que le fonctionnement du début de cette législature est très différent par rapport à ce que j'avais pu connaître d'un œil un peu plus... d'un œil de collaborateurs parlementaires. On est vraiment dans le dialogue, là. Alors oui, les médias mettent beaucoup en avant les invectives, les moments de conflit, les oppositions. Mais si on a réussi à faire passer la loi sur le pouvoir d'achat, si on a réussi à faire passer le projet de loi de finances rectificative permettant justement de financer ces projets de loi, c'est aussi parce qu'on a su trouver des accords avec des groupes d'opposition. Et moi, c'est ça qui m'a marqué. C'est l'esprit, dans le fond, de se dire on va essayer de construire la loi ensemble. Alors, c'est pas toujours facile. Il y a des moments où on a échoué. C'était peut-être plus simple quand on parle de pouvoir d'achat, enfin, des choses où on peut trouver des consensus que sur des sujets sur lesquels on va peut-être arriver maintenant, c'est-à-dire le budget, c'est-à-dire peut-être les questions d'énergie, peut-être la réforme des retraites aussi. Peut-être il peut y avoir aussi plus d'opposition frontale. Moi, j'ai le souvenir au lendemain du deuxième tour des législatives, tout le monde, y compris une bonne part d'entre nous, disant on n'arrivera pas à gouverner. Oui. On n'arrivera pas à faire voter les lois. Résultat, on a réussi à faire passer ces lois. Il y avait une forme, disons, on est majoritaire. Relativement, on est majoritaire, mais il y avait un vrai questionnement sur notre capacité à gouverner. Et je crois qu'on l'a montré dans cette toute première partie de législature et de quinquennat, qu'on avait les moyens de gouverner.
Et donc là, à cette rentrée, on explique qu'on n'arrivera pas à voter le budget, qu'on n'arrive à faire passer aucune loi, mais on l'a prouvé avant l'été, qu'on arrivait à trouver le consensus. Pas des accords avec des accords sur des textes qui évoluent, mais on arrive à trouver le consensus. Donc, c'est peut-être l'optimisme de la jeunesse, mais si on a réussi à le faire avant l'été, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le faire après l'été. Ouais. Mais est-ce que vous êtes de ceux justement qui disent, au fond, c'est vrai qu'en France, parce qu'on est habitué à des majorités pléthoriques, et donc c'est souvent, on a souvent dit et regretté d'ailleurs que le Parlement soit une chambre d'enregistrement. Là, il faut apprendre cette culture de dialogue, cette culture de la négociation qu'on n'a pas tellement, qu'on a peut-être un peu oublié en France. Et est-ce que vous dites peut-être que finalement cette majorité relative, je parle de votre point de vue, hein, c'est peut-être un mal pour un bien? Déjà, en fait, je pense que on l'a eu, cette culture du consensus en France. Quand on regarde l'histoire de la Troisième République, oui, même de la Quatrième avec je parlais depuis la Cinquième et voilà. Et l'inversion en plus du calendrier. Donc, tout à fait. On peut regretter le niveau des extrêmes aujourd'hui dans l'Assemblée. Je suis le premier à regretter de voir l'état de la situation politique de ce pays. Mais dans le fond, aujourd'hui on a une Assemblée, quand on calcule le résultat des législatives sur peut-être le premier tour de l'élection présidentielle, on voit que finalement cette Assemblée, elle ressemble peu ou prou à l'état de l'opinion en France. Et donc les Français nous ont donné un mandat avec une représentation qui représente peu ou prou l'état politique du pays. Eh bien ils nous ont donné cet outil et c'est notre devoir. C'est pas seulement une question de possibilité ou pas, c'est notre devoir de gouverner. Oui, c'est la volonté des Français. Voilà, selon cette Assemblée qu'ils nous ont donnée. Et donc si on monte collectivement, et ça vaut aussi bien pour nous que pour les oppositions, y compris les plus virulentes qui cherchent qu'une chose, c'est à bloquer le pays. Si on leur montre notre incapacité à gouverner, je pense qu'on sera tous collectivement sanctionnés. Mais on a fait tout l'inverse jusqu'à présent. On a montré, en tout cas notre majorité et des groupes parlementaires, disons modérés, je pense notamment aux Républicains et à certains socialistes, qu'ensemble, on savait gouverner. Et ça, je pense que c'est particulièrement vrai à l'Assemblée, c'est aussi vrai au Sénat. Le travail qui a été fait... Le Sénat avait peut-être un peu plus l'habitude aussi de ces majorités d'idées. Enfin, Tout à fait. Et en cela, je pense qu'il faut aussi rendre hommage aux groupes minoritaires et aux groupes majoritaires au Sénat. Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois, dans la politique, c'est bien normal, des postures qui font que voilà, des députés, par exemple, du groupe LR, disent jamais on ira porter notre vol à la majorité actuelle. Et puis quand ils sont face à leurs électeurs, on dit mais pourquoi vous n'avez pas voté les mesures sur le pouvoir d'achat, par exemple, ils se font engueuler. Donc, est-ce qu'il n'y a pas la posture un peu politique d'un côté, et puis au fond la réalité qui fait que parfois on a intérêt à voter une loi si elle est bonne? Les députés et les républicains, ils se sont engagés aussi sur un programme, sur le leur, vis-à-vis de leurs électeurs, législatifs, je parle. Par exemple, sur la question du pouvoir d'achat, l'une des mesures phares qui ont fait qu'ils ont voté cette loi, et le projet de loi de finances rectificatif, c'est qu'ils s'étaient engagés à baisser dans certaines stations-service le prix de l'essence à 1,50 €. On a trouvé un accord politique entre le gouvernement, la majorité et le groupe républicain pour faire baisser le prix de l'essence dans certaines stations-service à 1,50 €. C'est une victoire politique pour eux et c'est une victoire politique pour nous. Parce qu'ils ont voté avec nous le texte sous pouvoir d'achat et le PLFR, ce fameux projet de loi de finances rectificatif. C'est comme ça qu'on bâtit des coalitions et des majorités. Alors sur les postures, chacun doit prendre ses responsabilités. Moi je le vois à l'inverse. J'ai assisté quand même dans les premiers mois de cette législature à des députés de la France insoumise qui ont déposé une proposition de résolution qualifiant l'État d'Israël d'État d'apartheid, qui compare le jour de la commémoration de la rafle du Veldiv le président de la République au maréchal Pétain. Qui explique, qui dépose des amendements qui font perdre plusieurs dizaines de minutes de débat, des amendements qui n'ont aucune utilité sinon sémantique pour créer la polémique. Pendant que la France insoumise fait cela, moi, vraiment, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Vous dites la France insoumise plutôt que la NUPES d'ailleurs. Je dis la France insoumise parce que c'est eux qui déposent ces résolutions, mais donc dans le cas de la NUPES, moi je me demande quelle est la position des socialistes sur le sujet. On les voit dans l'Assemblée. Il y a un bon nombre de députés socialistes avec lesquels je partage assez peu d'idées, mais qui sont des députés d'une opposition modérée. Moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'ils font partie d'un même intergroupe que la France insoumise qui dépose des résolutions, des propositions de loi ou qui commentent l'actualité comme ils le font et comme je vous l'ai décrit. C'est une vraie question que j'ai.
Et je pense que c'est des clarifications qui va y avoir lieu dans les mois à venir. Justement, parler de choses qui peuvent vous surprendre. Il y en a un qui a été peut-être surpris, qui est un de vos collègues, qui est Carl Olive, qui s'est insurgé quand même contre les méthodes justement d'un certain nombre de députés LFI ou de la NUPES, des obstructions, des injures, de la violence au fond de ces débats. Vous-même, ça vous a surpris ou déçu peut-être de ce que, par rapport à l'idée qu'on peut se faire de ce qu'est une démocratie au fond? Moi, ce qui m'a surtout surpris, c'est cette méthode qui se résigne à faire de la politique sans résultat, uniquement pour l'image. C'était Carl Olive. Carl Olive, elle a été maire de Poissy. Quand on est maire d'une ville comme Poissy, on est jugé sur des résultats concrets. On change la vie des gens ou on ne la change pas. Et on la change pour le mieux quand on la change. Sinon, on se fait sanctionner. Carl Olive a été un excellent maire de Poissy pour cette raison. Et je pense que le constat qu'on partage, moi j'ai été adjoint au maire de la ville de Versailles, Oui. c'est quand on travaille pour le résultat concret sur la vie quotidienne des gens, là sur le pouvoir d'achat, on veut des mesures concrètes pour améliorer leur pouvoir d'achat. Et qu'on voit que dans certaines oppositions, pas toutes, il y en a certaines qui ont des oppositions de fond, fondées sur des oppositions concrètes, mais qu'on voit qu'une part des oppositions les plus extrêmes ont fondé leur combat sur des postures, je comprends que ça étonne. Et je comprends que ça étonne des parlementaires qui ont été maires comme Carl Olive. Justement, puisque vous parlez de Carl Olive, et il va faire, je crois, une proposition de loi pour revenir contre le non-cumul, sur le non-cumul des mandats. Il dit, enfin, il y en a d'autres qui disent, au fond, interdire le cumul de mandats, c'est avoir des députés un peu hors sol. C'est pas mal qu'ils aient une attache locale, etc. Je crois qu'Aurore Berger, qui est la présidente de votre groupe, n'est pas du tout d'accord avec lui là-dessus. Vous êtes plutôt sur ce point de vue Berger ou Olive alors? Moi, je trouve que jusqu'à présent, on n'a pas encore tout à fait mesuré les conséquences à la fois positives, certaines, comme mesures négatives, sur une telle question. La vérité, c'est que le boulot de parlementaire, et je m'en rends compte aujourd'hui, c'est un boulot 7 jours sur 7, à plein temps, comme dans d'autres fonctions. Mais on est constamment mobilisé, tant sur sa circonscription qu'au niveau national. Donc, le boulot de député, c'est un boulot à plein temps. Mais je crois à l'inverse aussi, qu'il y a certains territoires, certaines terres, certaines communes, peut-être plus petites, dans des territoires plus ruraux ou plus éloignés de Paris, qui se sentent moins représentés qu'avant. Parce que leur maire, on l'a vu, parce que leur maire ne peut plus siéger à l'Assemblée. Moi, je trouve que c'est sain comme débat. Carl Olive fait cette proposition de loi. Aurore Berger n'est pas nécessairement d'accord sur le sujet, mais au moins le débat vit à l'Assemblée, y compris dans notre groupe. Et je crois que la question mérite d'être posée. Et vous mentionnez Aurore Berger, moi je trouve qu'Aurore Berger, on peut aussi lui reconnaître le mérite d'avoir dirigé un groupe comme elle l'a fait dans les premiers mois du quinquennat et de la législature. On lui promettait que jamais on allait réussir à faire passer nos lois. Et on les a fait passer, aussi grâce à notre mobilisation, et grâce à la mobilisation des autres groupes, et grâce aux accords qu'on a pu trouver avec les oppositions. Donc sur un sujet comme ça, il ne faut pas avoir peur de poser le débat. Alors, on parlait d'Aurore Berger, de Carl Olive. Il y a, parmi les élus du département, vous êtes élu vous-même, des fortes personnalités. Il y a Brune Pivet qui est présidente de l'Assemblée, Aurore Berger qui est donc présidente du groupe. On pourrait sauter Jean-Noël Barrot qui est ministre. C'est facile de se faire un trou avec des personnalités qui sont très fortes à côté de soi, ou c'est plutôt une aide peut-être d'ailleurs? En fait, moi je le vois hyper positivement. Ouais. Un, parce qu'on n'est pas de la même génération, et moi ma priorité aujourd'hui, c'est de dédier une immense partie de mon temps à l'accompagnement des entreprises, des associations et des citoyens et des élus de ma circonscription. Parce que le travail que l'ensemble d'entre eux, dans l'ensemble de ceux que vous avez cités, ont fait d'abord lorsqu'ils sont arrivés. Et puis de deux, c'est quand même une chance pour un jeune parlementaire de pouvoir bénéficier de l'expérience de gens comme Yael Braun-Pivet, Aurore Berger, Jean-Noël Barrot, qui sont présidents de l'Assemblée nationale, ministres, présidents de groupe. Les Yvelines aussi, c'est la terre d'élection. C'est la terre d'élection du président du Sénat. Président du Sénat aussi. Voilà. C'est une terre sur laquelle il y a toujours eu de grands élus. Des élus qui ont occupé des responsabilités fortes. Je ne vous cache pas qu'en tant que jeune parlementaire, c'est extraordinaire de pouvoir bénéficier de cette expérience qui nous entoure. Justement, vous dites jeune parlementaire, ce qui est vrai. Est-ce que... Il y a d'autres jeunes parlementaires comme vous, quelques-uns en tout cas.
qui ont été élus, vous aviez 25 ans, je le rappelle, qui ne sont pas forcément de votre parti. Je pense à Louis Boyard, qui doit être qui est LFI, alors pour le coup. Est-ce que vous avez des liens, est-ce qu'il y a des liens justement de générationnels entre les élus, ou est-ce que non, c'est la politique qui compte? C'est une bonne question. Je pense que quand on se voit dans l'hémicycle et quand on se croise, il y a nécessairement un partage d'expériences communs lié à notre génération et lié à notre âge. Par contre, il est évident que j'ai des clivages et une opposition tellement franche, opposition que prend Louis Boyard jour et nuit sur tous les sujets, que j'ai pas d'appétence particulière avec lui. Lorsque j'entends Louis Boyard dire à la télévision que la police tue, je ne me sens absolument pas en lien avec Louis Boyard ou avec tel autre sur le sujet. Oui, peu importe l'âge et la génération. Oui, je pense que le lien est générationnel, il est certain. Par contre, les positions qu'on prend ne nous rapprochent pas. J'ai relevé d'ailleurs un certain nombre d'hommes politiques dans l'histoire qui ont été élus très jeunes comme vous. Il y a Poincaré, il y a Mendès France, il y a Barnier qui a été élu très jeune, il y a Fillon, Wauquiez aussi. Il y en a comme ça qui sont un peu des modèles, ou je ne cite pas Jacques Doriot parce que c'est une histoire plus tragique. J'ai envie de vous répondre en deux temps. Il y a l'histoire politique française qui regorge de personnalités qui sont forcément des personnages absolument passionnants à voir. Une personnalité qui m'a particulièrement marqué, sur lequel j'ai lu, je pense, toutes les biographies qui existent, c'est une personnalité comme Georges Clemenceau, qui est arrivé au pouvoir dans l'une des périodes peut-être les plus sombres de notre histoire. Et c'est extrêmement inspirant pour des jeunes élus qui découvrent tout juste la vie politique de notre pays. Après, de manière plus concrète, moi j'ai un peu deux mentors depuis que je me suis engagé. La première, c'est François de Mazières, maire de Versailles, qui est une personne que j'ai rencontrée lorsque j'étais engagé dans des associations, dans des clubs sportifs, notamment le Rugby Club de Versailles, qui est une personne qui très particulière, qui dégageait quelque chose dans un groupe qu'on voyait parce qu'il était déjà vraiment au service des autres et à l'écoute des autres, quand il était adjoint, puis quand il est devenu maire. Et tout de suite, très jeune, je me suis dit à l'époque, tiens, j'ai envie d'avoir un lien et j'ai envie de travailler avec cette personne un jour. Et quelques années d'après, en septembre 2019, lorsque je suis revenu de ma vie en Côte d'Ivoire, je lui ai écrit et je lui ai demandé s'il avait besoin d'un jeune pour sa liste municipale. Et la chance de ma vie à ce moment-là, c'est qu'il m'a proposé non seulement d'intégrer sa liste, mais de devenir adjoint. Et les années que j'ai passées à travailler avec lui et pour lui, dans son équipe, ont été extraordinaires. Et aujourd'hui, on a gardé ce lien très personnel qui fait qu'il m'a appris et qu'il continue à m'apprendre l'engagement qui est le nôtre en tant qu'élu d'une terre, d'une élection. La deuxième personne, c'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, oui. Personne que j'ai commencé à suivre depuis la présidence de l'UMP en 2014, puis lors de la primaire. Pour lui, à ses côtés, d'abord en tant que militant, puis en tant que responsable départemental des Yvelines, de sa campagne pour les primaires, puis en tant que conseiller, et enfin aujourd'hui en tant que parlementaire, alors que lui fait partie, numéro 2 du gouvernement aujourd'hui. C'est une personnalité qui m'a appris des principes et des valeurs profondes. La principale leçon qu'il m'a donnée, et je m'en souviens très bien quand il me l'a apprise, c'est que la principale qualité pour un homme ou une femme politique et un élu, c'est pas la parole, c'est pas le charisme, c'est l'écoute. Et il m'a appris qu'il y avait une différence fondamentale entre entendre et écouter. Et que pour être bon dans le milieu politique, il fallait savoir écouter, pour bien comprendre les besoins de chacun de ses concitoyens, mais aussi pour savoir bien répondre. Et que finalement, le simple sens de la parole perdait tout son sens si on n'avait pas cette capacité d'écoute avant. Et entendre, c'est quoi? C'est faire semblant d'écouter? Entendre, c'est entendre le bruit. Oui. Écouter, c'est écouter la préoccupation et avoir son esprit dédié. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis c'est une personnalité qui est extrêmement fidèle. Je l'ai accompagné en tant que simple militant. Et des années après, j'ai eu la possibilité de rejoindre à Bercy à son cabinet.
Et ensuite, pendant ma campagne législative, il est venu au bistrot du Boucher à Versailles parler devant une centaine de personnes pour défendre ma candidature. Ça, c'est une personne que je qualifie de fidèle. Et qui a été fidèle à mon égard et qui m'a marqué. Alors on n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'on a le temps, mais c'est aussi quelqu'un qui peut avoir un avenir, qui peut penser un avenir politique. Mais c'est vrai que cela dit, on peut en parler une seconde, parce que c'est un des problèmes dans ce second quinquennat, c'est qu'il n'y a pas de renouvellement possible du même candidat. C'est-à-dire qu'on a une certitude, c'est qu'Emmanuel Macron ne sera pas président dans 5 ans. Est-ce que justement, ça change des choses? Il y a en effet des ambitions qui peuvent naître, et c'est bien normal d'ailleurs. Est-ce que ça peut changer la façon de conduire les affaires, au fond? Moi, je regarde les péripéties qu'on a connues dans les 5 dernières années. Les 5 dernières années, à l'échelle d'une république, d'une histoire politique, c'est très court. Oui. Mais à l'échelle d'un mandat présidentiel et dans le temps politique, c'est incroyablement long. Mmh. Et Bruno Le Maire est la première personne à dire que c'est juste pas le moment de penser à l'après. Penser à ce qui se passera dans 4 ans. Il est entouré de personnes, à mon avis, qui doivent lui poser la question. Mmh. La réponse est toujours la même. Pourquoi ? Parce que la préoccupation des gens aujourd'hui, c'est pouvoir d'achat, leur capacité à consommer, à acheter, dans une période comme on la connaît aujourd'hui. Et de deux, c'est parce que je pense que s'il y en a, ceux qui ont des aspérités et une aspiration à occuper d'autres fonctions dans 5 ans, ils sont tous unis par le même objectif, c'est de réussir ce quinquennat qui vient. Et vous avez raison, je veux dire en 2017, qui se serait douté qu'il allait y avoir les gilets jaunes, la crise du Covid et la guerre en Ukraine. Tout à fait. Donc, on ne sait pas exactement ce que les prochaines années seront faites. Mais aussi à l'inverse, et simultanément, un président qui a su gérer ces crises. Mmh. Et si on a un quinquennat, ce que je ne le souhaite pas, où il y a autant de crises que dans le premier quinquennat, moi je suis quand même rassuré qu'Emmanuel Macron ait été réélu pour tenir la barre avec cette équipe gouvernementale là-dessus. Et je pense que c'est vraiment intéressant de voir que nous on est tous dédiés à cet objectif-là. Voilà. Il y a le lancement du Conseil national de la refondation, du CNR. On voit beaucoup de critiques, l'opposition qui ne veut pas y participer, le président du Sénat qui ne veut pas y participer. Est-ce que, au fond, ça vous interpelle pas? Parce que, au fait, on a l'impression que ces gens-là font comme s'il n'y avait pas une crise de la démocratie. Or, l'abstention est grandissante, les jeunes se détournent de la politique. Est-ce qu'on n'a pas comme ça, faussement, peut-être que l'impression que la démocratie est là pour toujours et que c'est un régime qui n'est pas... on devrait avoir plutôt l'impression que c'est un régime plus fragile qu'on ne le pense. Alors, sur la question spécifique du CNR, et je vous répondrai sur la démocratie juste après, on sera jugé collectivement sur les résultats. Tout le monde était très sceptique sur, par exemple, le grand débat. Après la crise des Gilets jaunes, le grand débat a donné des résultats. Les résultats, aujourd'hui, je pense que chacun en garde une image extrêmement positive parce que ça a été un grand moment démocratique dans notre pays. Le Conseil national de la refondation qu'on connaît aujourd'hui, il est lié au même sort. Ses résultats. Moi, j'y crois vachement parce que je pense que, un, c'est un engagement de campagne. Deux, on pose des questions absolument fondamentales pour les 20 prochaines années qui viennent. Donc, je trouve que l'initiative est excellente. Mais on verra s'il l'est et c'est en fonction des résultats collectifs. Pas que de la majorité ou de l'opposition. La capacité du gouvernement, des parlementaires, des syndicats, des partenaires sociaux, des représentants des différentes forces vives du pays, comme le dit le président, à se mettre d'accord sur les sujets clés. Et on verra ça, je pense, dans quelques mois. Sur la question de la démocratie, moi, je pense qu'elle est profondément liée à notre capacité à réfléchir ensemble, en indépendance, à ce qu'on veut faire de notre pays. On veut faire quoi de la France, effectivement, dans les 20 ou 30 prochaines années? Est-ce qu'on veut finalement que ça reste un marché économique, comme certains le conçoivent, notamment dans l'entreprise, un pays au milieu d'un monde qui finalement va de crise en crise et qui tente de trouver des moyens d'y répondre? Ou est-ce qu'on se dit, on est un pays millénaire, qui a maintenant plus de 2000 ans d'histoire, qui a surmonté des crises et des épreuves historiques, mais comme peu de pays les ont connues, et qui a toujours su, par son identité propre, réussir à les surmonter. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire dans le pays dans lequel on est. Et c'est ça qui me rend si ému d'être parlementaire français.
C'est-à-dire qu'on est un pays qui n'est pas tout à fait comme les autres. Et je pense que c'est pas peu dire que de l'exprimer ainsi. C'est vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on se pose et qu'on se dise très bien, on a bâti ce modèle qui nous a amené à être l'une des démocraties les plus matures au monde. On voit qu'elle est en crise. Mhm. La France est menacée. On a une crise économique et énergétique Oui. qui affecte directement les gens. On peut y répondre par des mesures d'urgence sur les mois qui viennent. Mais qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays dans les 10, 15, 50 prochaines années ? Je trouve ça exceptionnel qu'on ait la capacité de se poser cette question. Oui, ça, qu'est-ce qui se Ensemble. passera dans 30 ans quoi? C'est quand même, parce que c'est vrai qu'on a, forcément, quand même à votre place, le nez un peu sur le guidon, qu'est-ce qui se passe demain? Mais il y a aussi, quand même, oui, voilà, quel est l'avenir de la France? Qu'est-ce que ça, quelle est la France qu'on va laisser aux enfants, etc. Enfin, c'est vraiment des questions essentielles. Et il y a un thème sur lequel, d'ailleurs, vous avez écrit tout récemment dans le Figaro, c'est celui d'indépendance culturelle. Je vous cite d'ailleurs. La dépossession culturelle dont les Français se sont aujourd'hui les victimes. C'est quoi la dépossession culturelle et c'est quoi l'indépendance culturelle? Parce que ça aussi, c'est une vraie question d'identité. Je vous remercie de me poser cette question. On parle tous collectivement d'une sorte de mal-être dans notre pays, une sorte de mal-être français dans notre société depuis maintenant peut-être une vingtaine d'années, voire plus. Et on a souvent tendance à dire que la cause de ce mal-être, ce sont les crises qu'on a connues. Financières, la crise du Covid, la crise ukrainienne, aujourd'hui la crise énergétique. Mais dans le fond, ces crises, la France n'est pas les seules à les avoir connues. Une immense majorité des pays de notre monde et des peuples qui peuplent notre monde les ont connues, ces crises. Donc, quelle est la cause? Quelle est la racine du fait que les Français, collectivement, se sentent malheureux dans un pays qui est absolument magnifique? Moi, je pense que c'est parce qu'on est un pays qui a été habitué depuis 2000 ans à avoir une culture, une langue, un art de vivre extrêmement fort. Et que les Français ont le sentiment que cet art et que cette culture a tendance un peu à se faiblir, à un petit peu s'étioler, a tendance à se mêler à des influences étrangères qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Et dans le monde dans lequel on vit, alors que finalement la puissance d'une nation, on le sent aujourd'hui dans le débat, elle se mesure à sa puissance militaire, économique, mais elle se mesure aussi à son rayonnement culturel. On sent bien que la France, malgré tous nos atouts, est menacée, en quelque sorte, par des influences étrangères qui ont une vocation hégémonique. On parle souvent de la Russie, évidemment, la Chine, évidemment, certains pays du Golfe ou du Moyen-Orient, évidemment. Mais je pense qu'il faut aussi le dire, les États-Unis. Les États-Unis, ce sont nos plus proches alliés. Ils le resteront. Mais je vais vous prendre un exemple très concret. Quand vous vous réveillez le matin, que vous allumez votre iPhone, que vous allez sur WhatsApp ou Messenger, Facebook, Instagram, lorsque vous allez au boulot, vous êtes sur Gmail ou sur Microsoft. Vous rentrez chez vous en Uber et vous regardez Netflix le soir en commandant Deliveroo. Que des boîtes américaines. Oui, mais alors, justement, est-ce que l'Amérique n'a pas déjà gagné cette bataille culturelle? Je crois c'est pas. vrai pour le cinéma, c'est vrai pour Netflix, c'est vrai qu'on est... si vous prenez la musique aussi, enfin, je veux dire, même les gens qui sont qui se veulent très français, tout ça, ils écoutent que de la musique américaine, ils vont voir des films américains. D'un certain point de vue, l'Amérique a déjà gagné cette bataille culturelle. Mais on peut résister encore? En fait, je ne la vois pas tant comme un conflit absolument d'opposition. Oui, d'ailleurs, Macron n'avait pas tout à fait tort de dire qu'il n'y a pas de culture française, il y a une culture un peu universelle, il y a une culture en France. Il avait pas tout à fait tort de dire ça. C'est vrai qu'il faut aussi amasser les autres cultures, enfin les intégrer. Moi, je crois fondamentalement qu'il y a une culture française. D'ailleurs, le président Macron l'a qualifiée ainsi. Une culture dans notre pays, une culture française, qu'on ressent tous. Lorsqu'on demande à chacun des Français dans la rue, est-ce que la France a une culture? Il dit évidemment que oui. Mais elle est très difficile à définir. Tout simplement parce qu'elle est vivante. Et on a des atouts clés. Et simplement, il faut définir des lignes rouges sur certains sujets. Évidemment que, ce serait complètement caricatural de dire que pour sauver notre culture, il faut qu'on arrête d'utiliser Google. Absolument pas. Google fait vivre des dizaines d'entreprises. Vous dites dans le papier, il faut peut-être arrêter de dire. Par contre, il faut les réguler. Hello, goodbye. Exactement. C'est vrai qu'on peut en parler français, quoi. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a chacun un rôle à jouer. Ouais. Le plus petit des rôles qu'on peut jouer, c'est
évacuer les anglicismes, moi le premier, Mhm. je dis tout le temps hello. Le premier, c'est d'éliminer les anglicismes de notre langage. On a une langue que le monde nous envie, qui est parlée par plus d'1 milliard d'habitants dans ce monde. Faisons-la vivre. Oui, c'est vrai qu'il faut la faire vivre. Ouais, absolument. Donc nous, on a un rôle à jouer. Les entreprises ont un rôle à jouer. Aujourd'hui, le chef d'entreprise, il a encore, on verra, il a encore le choix. Est-ce qu'il accepte que les chantres du wokisme prennent le pouvoir dans leurs entreprises, ou est-ce qu'il préfère faire rayonner le capitalisme social et économique qui a toujours fait la richesse de notre tissu économique, en France et en Europe? Il a un choix stratégique à faire. Et enfin, c'est avant toute chose une question de volonté politique. Si on veut faire rayonner notre culture, et qu'on voit qu'aujourd'hui, par exemple, les GAFAM, les géants du numérique, Mhm. sont les cavaliers des cultures étrangères dans notre pays, eh bien, il faut les réguler. Le gouvernement a gagné des victoires politiques majeures sur le sujet. Ils n'étaient pas taxés à la hauteur des revenus qu'ils créent en France. Absolument. Aujourd'hui, les GAFAM sont taxés à la hauteur des revenus qu'ils génèrent en France. Mhm. Il y a une époque où ces GAFAM, ces géants du numérique, géraient nos données ou abritaient nos données sans règles et en faisaient une unité commerciale comme une autre. Grâce aux normes qui s'appellent les normes RGPD, qui vont être renforcées par toutes les réglementations qu'on appelle DSA, DMA, nos données vont être beaucoup mieux gérées pour notre propre protection. La protection des citoyens français et européens. Il faut qu'on aille encore plus loin sur ces sujets. On n'a Et pas l'un raté des- justement une étape toutes ces plateformes, enfin, une étape européenne quand même. On a laissé un peu les États-Unis faire tout seul, non, là-dessus? Moi, quand je vois des entreprises comme OVH, moi j'estime qu'on n'a pas perdu cette bataille. Non, elle est peut-être pas perdue, mais Et il tu faudra la mener quand même. On l'amène. Aujourd'hui, D'accord. l'un des principaux sujets là-dessus, c'est développer nos capacités de financement pour Mhm. soutenir ces entreprises dans leur croissance. Depuis 5 ans, il y a des dizaines et dizaines, et même avant, des centaines d'entreprises qui sont des pépites technologiques qui ont été soutenues financièrement et qui sont en train de grandir. On parle de licorne. Qu'est-ce que ça veut dire licorne? Ce sont des startups qui aujourd'hui Bénéfices. valent plus d'1 milliard d'euros. Aujourd'hui, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines dans notre pays, notamment des licornes numériques. Il faut continuer à les soutenir. Il faut maintenant aller encore plus loin. Et le prochain combat, ça va être le métaverse. Métaverse, c'est un mot qui fait peur. C'est un mot qui fait Oui, peur parce parce qu'on ne que- sait pas trop ce que ça veut On dire. ne sait pas trop et on a l'impression qu'on est dans un moment de notre société où il va y avoir un monde nouveau qui va arriver qu'on ne perçoit pas bien, enfin, qu'on a du mal à Tout à fait. capter. Hein. En fait, pour moi, Parce que c'est un monde parallèle, le métaverse. c'est un monde qui va être placé dans le virtuel, mais il va avoir une Virtuel. capacité, du fait des Mais sensations qui aura qu'on des- peut vivre, qui aura une influence. Une influence sur la Importante réalité. sur la réalité. Ouais, absolument. C'est un sujet qui est ni bon ni mauvais, c'est juste l'usage qu'on en fait et qui contrôle cet usage. L'Europe est à la croisée des chemins. Soit on développe ses capacités numériques européennes et on a les capacités de rester autonome, souverain. Soit on laisse ses capacités numériques et financières à des puissances comme les Américains ou les Chinois. Et dans ce cas-là, l'Europe ne pourra pas dire au milieu du siècle qu'elle est souveraine et qu'elle est autonome. Moi, je pense vraiment... Mais c'est bien d'avoir un discours comme ça parce qu'on l'entend relativement peu. C'est vrai que je suis assez frappé par le fait que sur l'intelligence artificielle, sur l'homme augmenté, sur le métaverse, enfin, la classe politique me paraît assez silencieuse alors que ce sont les problèmes d'aujourd'hui déjà. Oui. Bah, il y a peut-être une question générationnelle, Oui, peut-être. Mais c'est bien de s'en emparer. peut-être. Et puis, la deuxième chose, je pense qu'il faut juste partir de principes simples. Je crois vraiment que le 21e siècle sera un siècle qui sera structuré autour de la compétition entre les États-Unis et la Chine. Deux géants démographiques, économiques, financiers, politiques, technologiques. Les pays européens ont le choix. Soit ils forment une troisième puissance démographique, économique, technologique. Chaque pays gardera son indépendance, on ne sera jamais un empire unique. Mais simplement, c'est de dire qu'on accepte de mettre quelques compétences en commun Mhm. pour conserver chacun notre souveraineté et notre liberté. Soit on ne le fait pas. Et je pense qu'il y a un deuxième principe qui rayonnera au XXIe siècle, c'est qu'on n'aura jamais d'indépendance ou de souveraineté politique sans indépendance ou de souveraineté technologique. Les deux sont intimement corrélés. Et donc pour conserver notre souveraineté politique, eh bien, il faut qu'on acquérisse notre souveraineté technologique. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les batteries. L'Europe a relancé massivement sa production
de batteries grâce à l'initiative commune du président de la République en France et l'Allemagne. Pareil dans les semi-conducteurs, les composants électroniques concrètement qu'on trouve dans nos voitures, dans nos avions, dans nos hélicoptères, dans nos téléphones. On le fait sur le spatial. Et ben je pense qu'il faut vraiment aussi le faire sur toutes les technologies numériques qui existent. Un mot sur deux problèmes qui concernent votre circonscription, sur lesquels vous êtes intervenu. Le premier, c'est l'université de Versailles-Saint-Quentin qui va se fondre avec celle de Saclay. Vous plaidez pour que, au fond, il y ait encore des établissements qui restent dans les Yvelines, c'est ça? Alors en fait, que tout n'aille pas sur le plateau de Saclay? Alors le premier sujet, c'est que je trouve qu'il était vital, et c'est une excellente nouvelle, que l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines soit membre et fasse partie intégrante de l'université Paris-Saclay. Qui est un pôle de l'excellence en plus. Mais un pôle extraordinaire d'excellence. C'est la première université non américaine au monde sur des dizaines et des dizaines de matières. Et l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, en rejoignant l'université Paris-Saclay, eh bien, avec toutes ces richesses, ces entreprises, ces ingénieurs, ces étudiants, rejoint ce pôle d'excellence. Mais pour moi, notamment avec le développement d'infrastructures clés, comme la ligne 18 et comme d'autres, l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines peut tout à fait faire partie de l'université Paris-Saclay en conservant ses infrastructures sur le bassin de Saint-Quentin en Yvelines. D'accord. Et le sujet dont j'ai particulièrement évoqué cet été en cette rentrée, c'est la faculté de médecine. Cette faculté de médecine, basée à Montigny-le-Bretonneux, c'est une faculté qui est assez extraordinaire parce qu'elle est fondée, elle n'est pas liée intimement à un CHU. Absolument, oui, c'est une des rares, oui, absolument. Donc ce qui lui permet à la fois d'expérimenter un certain nombre de projets assez extraordinaires, et puis en plus qui permet d'alimenter une bonne partie des hôpitaux du département. Je pense notamment à celui de Poissy, à celui de Plaisir, ou à celui de l'hôpital Mignot de Versailles, ou l'hôpital Foch et d'autres. C'est une faculté de médecine qui a développé une expertise dans un certain nombre de sujets absolument clés, qui alimente en formant nos étudiants toutes les structures médicales, médico-sociales et hospitalières dans notre département, notamment dans ce bassin, et qui en plus est devenu un centre clé technologique de biotech, qui sont installés dans les zones d'activité qu'il y a autour de la faculté. La délocalisation de la faculté serait pour nous une catastrophe. D'accord. Mais aujourd'hui, ce qui me rassure, c'est que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui était l'ancienne présidente, s'est engagée à ce que cette faculté reste à Montigny-le-Bretonneux et puisse continuer à développer ses activités sur place. Donc ça, c'est le sujet, je me suis emparé politiquement, tout simplement, c'est tout simplement pour confirmer cette tendance, confirmer cette décision et confirmer que tout en étant partie intégrante de l'université de Paris-Saclay, l'UVSQ et plus principalement la faculté de médecine resterait bien sur ses bases, en l'occurrence à Montigny-le-Bretonneux. Deuxième sujet sur lequel vous êtes intervenu, c'est un certain nombre d'entreprises qui sont des entreprises assez innovantes, notamment vers Montigny, qui n'arrivent pas à trouver, des offres d'emploi, qui n'arrivent pas à trouver preneur. Comment on explique ça? Et c'est vrai que c'est un phénomène, on parle de la grande démission, peut-être qu'il y a un nouveau rapport des jeunes au monde du travail, mais comment on explique ça? Parce que ce n'est pas des emplois de base, c'est des emplois intéressants. Tout à fait. Des ingénieurs, etc. C'est des emplois très qualifiés, et donc ce sont des emplois pérennes et bien payés. Ça a d'ailleurs fait l'objet de ma première question au gouvernement, un moment émouvant pour moi. Tout le paradoxe qu'on connaît dans ce pays, c'est qu'alors qu'il y a des entreprises qui recrutent et qui sont en mal de recruter, il y a toute une partie de notre jeunesse qui quitte la France. L'émigration d'une partie de notre jeunesse hors de notre pays, parce qu'elle ne trouve pas de quoi travailler ici. C'est quand même tout un paradoxe qui existe aujourd'hui, qui est un paradoxe qui a commencé à être résolu par deux choses. Un, la réforme d'une bonne partie des filières d'apprentissage dans notre pays, plus le développement des contrats d'apprentissage qui ont permis en l'espace de 5 ans, sur le premier quinquennat, de passer de 250 000 à presque 800 000 apprentis par an. Enfin, une réussite qu'on a peu connue dans ce pays. Il faut aller plus loin. Quand le président de la République s'engage sur la réforme du lycée professionnel, parce que lorsque vous interrogez les entreprises qui sont le plus en pénurie de recrutement, ce sont des entreprises qui cherchent souvent deux types de profils. Soit de l'ingénierie scientifique de pointe.
soit des métiers très techniques qui demandent moins d'années d'études, mais qui demandent une spécificité clé. La menuiserie industrielle, la chaudronnerie, les tuyautiers, les pâtissiers, les bouchers. Oui, c'est vrai que oui. Beaucoup de mal à trouver des... Tout à fait. Que des métiers qui sont en plus au cœur du savoir-vivre et de l'art de vivre à la française. Absolument, on rejoint le... Exactement. ce que je disais tout à l'heure. Eh bien aujourd'hui, si vous avez des entreprises qui demandent à recruter dans ces domaines, que vous avez des jeunes qui sont de plus en plus passionnés par ces métiers, mais qui n'arrivent pas à se faire embaucher, et bien le maillon du milieu, c'est le lycée professionnel et c'est les filières d'enseignement supérieur et d'apprentissage qui suivent. C'est une des réformes clés à mener pendant ce quinquennat. Et je ne vous cache pas que c'est aussi la raison pour laquelle je suis si heureux et si fier de faire partie de cette majorité. C'est de participer à ces réformes pour chez nous. Et puis, plus spécifiquement, pour les questions locales de notre circonscription. Aujourd'hui, les communes sont en demande d'autonomie, de gestion et d'autonomie financière. Moi, je crois que fondamentalement, puisque concrètement, les entreprises, lorsqu'elles viennent s'installer dans une commune, elles payent des impôts à la commune. L'une des clés pour permettre à une commune d'accroître son autonomie financière, c'est d'attirer des entreprises. Et donc, moi, je travaille quotidiennement avec les 3 maires de ma circonscription. François de Mazières, évidemment, Laura Merker, maire de Montigny-Bretonneux, et François Morton, maire de Guyancourt. L'un des sujets sur lequel vraiment j'ai insisté auprès d'eux, et auquel je trouve d'ailleurs un écho qui est très positif, c'est que je me vois vraiment comme un ambassadeur de ma circonscription, des 3 communes de ma circonscription, pour continuer d'attirer des entreprises. Si une ville comme Montigny-le-Bretonneux a un service public aussi fort, aussi important auprès de ses habitants, qui fait la richesse d'ailleurs de cette commune, et on peut dire pareil de Guyancourt et de Versailles, c'est aussi parce qu'il y a des entreprises qui y sont installées, qui ont créé des emplois, qui participent à la vie de la ville et qui payent des impôts auprès de la commune qui permet de financer ces services. C'est la raison pour laquelle vraiment je défends cette ligne. Quelques mots peut-être un peu sur vous. On parlait de la langue française tout à l'heure, de la défense que vous faites de la langue française, mais vous êtes totalement bilingue. Totalement. Voilà. Mon père est anglais, ma mère est française. J'ai grandi une grande partie de ma vie en France, notamment je suis arrivé dans les Yvelines, à Versailles, à l'âge de 7 ans. Donc je me sens évidemment principalement et passionnément imprégné de la culture française, mais c'est vrai que le fait d'avoir connu une double culture, c'est une richesse personnelle à laquelle je suis très attaché, mais c'est ce qui permet aussi de voir à quel point ce sont 2 pays différents et à quel point le modèle français est unique. Il faudrait quand même qu'on fasse aussi quelques efforts pour parler un peu mieux les langues étrangères, même si on défend la langue française. Justement, Versailles, oui, vous avez vécu depuis l'âge de 7 ans, même si vous avez d'autres habitations, enfin d'autres lieux où vous avez habité après. Mais quand vous la définiriez, c'est une ville finalement qu'on connaît assez mal, mais parce qu'on ne sait peut-être pas assez qu'elle est à la fois historique et extrêmement novatrice, notamment en matière de musique, en matière d'art, enfin il se passe plein de choses, quoi. Versailles, c'est une ville de paradoxe. Et c'est ça que j'aime avec cette ville. C'est que c'est une ville qui est ancrée dans l'histoire. C'est une ville qui, on mentionne beaucoup le château de Versailles, mais c'est une ville qui a connu une histoire absolument exceptionnelle. Tant, on peut parler du château, mais on peut parler de la salle du jeu de paume, avec tout ce qui est connu. On peut parler des inventions de Pierre et Marie Curie, qui ont eu lieu à 300 mètres de la mairie. Mais c'est aussi une ville qui a toujours eu la capacité à faire naître des ruptures technologiques, politiques, sociales. Et on mentionne la Révolution française, dont Versailles est l'un des berceaux. On mentionne les inventions de Pierre et Marie Curie. On peut mentionner aujourd'hui toute la réflexion qu'il y a à Versailles dans le mieux vivre, dans le bien-être, dans la manière, et François de Mazières y est pour beaucoup, dans la manière de mettre la politique urbanistique, la politique patrimoniale d'une ville au service du bien-être des gens. De ce point de vue-là, c'est une ville extrêmement moderne. Et quand vous allez à Versailles, on voit que c'est une ville qui est beaucoup plus diverse aussi culturellement et socialement. Absolument, que l'image qu'on en a. Hein, voilà. Tout à fait. Moi, je souffre parfois d'une image un peu passéiste comme ça, alors qu'il y a aussi beaucoup de modernité, beaucoup d'inventivité. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai été passionnément engagé là-bas, élu, et c'est la raison pour laquelle j'y vis toujours aussi. Vous avez un bistrot préféré, non? J'en ai, mais je vais me faire des ennemis si je réponds à cette question. Mais je pense que les préférés le savent de qui je parle. L'ambition ou la fibre politique, c'est venu très tôt chez vous?
Très tôt, évidemment, vous êtes adjoint au maire, vous aviez quoi, 21 ou 22 ans, et député 25 ans, hein, c'est ça? Mais bon, mais quand est-ce que vous y avez pensé comme ça la première fois? En fait, c'est difficile pour moi de répondre. Il y a plein de gens qui vous donneront un moment clé, où ils ont eu une sorte de vocation qui est apparue, une réunion publique, une interview regardée à la télévision ou autre. La chance que j'ai eue dans ma jeunesse, c'est que j'ai toujours eu une famille sans avoir été élu. Je crois que je suis le premier élu de ma famille. Mais c'est une famille qui a toujours été politisée. On a toujours connu énormément de débats à table. C'est une fille qui est née assez jeune chez moi parce que tant dans mon cercle familial proche que dans ma famille élargie, on a toujours eu des débats politiques très ennemis et assez profonds. Ce qui m'a toujours beaucoup touché. Et puis après, c'est venu petit à petit. J'ai ces moments un peu clés dont je me souviens. L'engagement associatif où j'ai rencontré François de Mazières, maire de Versailles, et ses élus de l'époque qui étaient très engagés. Cette première campagne politique en 2014 auprès de Bruno Le Maire qui m'a beaucoup marqué. Cet apprentissage du rôle parlementaire auprès de Franck Riester, parce qu'à l'époque je travaillais avec lui ici à l'Assemblée nationale, mais aussi dans sa circonscription. En Seine-et-Marne. À l'époque, il était député maire de Coulommiers. Dans le pays de la Brie, pays du Coulommiers, excellent. Très très belle terre également. Et c'est vraiment des moments progressifs où je me suis dit qu'au-delà de ma deuxième grande passion dans la vie, qui sont une partie des cultures et des histoires de pays africains, j'ai vécu et travaillé au Maroc, j'ai vécu et travaillé en Côte d'Ivoire, je crois que cet engagement, cette fibre politique, elle est venue au fur et à mesure des expériences que j'ai connues. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. Voilà. J'ai vu que, pour vous décrire comme ça, un truc qui m'a fait rire, une gueule d'ange sur un corps de rugbyman. Ça vous convient? Quand j'ai lu cet article, je n'étais pas tout seul quand je l'ai découvert. Et je peux vous dire que j'ai rougi au moment où j'ai vu ça. Le rugby, c'est une passion que j'ai, oui. depuis toujours. J'ai joué au Rugby Club de Versailles, au Stade Français à Paris. Quel poste? Deuxième et troisième ligne. Ah oui, quand même. Ouais. Je pense pouvoir dire que j'étais un bon plaqueur. J'ai toujours beaucoup aimé plaquer. J'étais toujours un peu en défense. Pas trop, mais en fait, vraiment, j'ai toujours beaucoup aimé la défense dans ce sport. Et c'est un sport qui est à la fois très physique, mais aussi très... faut réfléchir en permanence dans son positionnement, dans la stratégie à déployer. Et et puis il y a surtout un esprit, une équipe qui moi, m'a beaucoup marqué. Donc cette citation, j'avoue, m'a fait rougir sur le moment et m'a fait plaisir. C'est pas mal. Voilà. C'est quand même pas mal. Pour conclure, peut-être, ça me rappelle, la situation est difficile, évidemment, la situation du pays, enfin, au moment où vous êtes élu. Et ça me rappelle cette phrase de Michel Rocard, quand il a été nommé Premier ministre, qui a dit « Enfin, les ennuis commencent ». Est-ce que vous pourriez la reprendre à votre compte? Je pense que si vous dites ça à n'importe quel président, n'importe quel ministre, je pense qu'il vous répondrait qu'en fait, les ennuis n'ont jamais cessé. C'est vrai. Et en fait, c'est ça que je trouve passionnant, ne serait-ce que dans un rôle plus modeste de parlementaire, quoi. C'est un rôle passionnant. Mais c'est la conjugaison permanente entre les faits, l'actualité qu'on n'anticipe pas, qui sont souvent des ennuis, et en même temps replacer la gestion de ces faits dans une vision ou dans un mouvement de plus long terme, vers une direction. Et c'est la conjugaison des deux qui est souvent impossible, qui est absolument passionnant dans un rôle d'élu ou dans un rôle politique. Et je pense en tout cas que c'est ce que dirait n'importe quel élu, qu'il soit de mon camp, de mon parti ou d'un parti opposé au mien. C'est de là dont on tire une passion pour la vie politique. Merci Charles Ordoel. Merci à vous. Merci d'être venu dans mon bureau à l'Assemblée nationale. Merci.